Hello there, hello. Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui euh, pour cet cinquième épisode de Interview Crunch. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le tableau de bord des systèmes alimentaires et du travail qui a été fait l'année dernière. Et donc, c'est un ensemble de bases de données qui regroupe tous les composants des systèmes alimentaires au niveau du pays. Et avec maintenant plus de 200 indicateurs qui ce qui sont tous les composants, toutes les résultantes, tous les moteurs des systèmes alimentaires dans chaque pays. Nous allons regarder cela en détail aujourd'hui. Nous allons également nous concentrer sur le compte à rebours du système alimentaire, qui est un cadre de contrôle indépendant qui complète parfaitement bien ce tableau de bord du système alimentaire. Et nous allons nous concentrer sur comment ces choses peuvent être utiles pour le sommet des systèmes alimentaires des Nations Unies. Avant tout, je vais vous donner quelques petites considérations techniques. Avant tout, je souhaite vous dire que ce séminaire va être retranscrit et traduit également en français, en anglais et en espagnol. Vous pouvez donc cliquer sur la petite icône interprétation qui apparaît et voilà. Nous allons également avoir plusieurs questions que vous allez pouvoir poser à nos intervenants. Donc, si vous avez des questions et que vous voulez leur poser, vous n'hésitez pas à poser des questions dans la boîte QA, questions-réponses, et nous essaierons de répondre au plus de questions possibles. Et je suis Julie Gauche et je suis la modératrice pour pour l'heure et demie qui nous attend. Et je vais vous parler quelques instants des quelques intervenants que nous avons aujourd'hui. Nous avons le docteur Laurence Haddad, qui est le directeur du GAIN. Nous avons Rosaline Remains de l'Alliance internationale des systèmes alimentaires. Nous avons également Olutayo Adeyemi, une conseillère euh, nutrition du Nigeria. Et nous avons également Ty Beale et Kate Schneider. Nous allons commencer par notre premier intervenant, qui est le docteur Laurent Haddad, qui est le directeur exécutif de GAIN, l'Alliance mondiale pour une amélioration de l'alimentation, et qui travaille également à l'université Johns Hopkins. Lawrence, welcome. Laurence, bonjour. Et donc, vous êtes de toute évidence une des forces derrière ce tableau de bord. Et pouvez-vous nous dire pourquoi il y avait un besoin d'avoir ce tableau de bord? Eh bien, merci beaucoup, Shuli. Merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui pour être avec vous. Vous avez parlé du sommet sur les systèmes alimentaires des Nations Unies. Et nous regardons toutes les différentes solutions que nous allons générer, que nous allons proposer aux différentes pistes d'action. Il y a plus de 2000 solutions qui ont été soumises et qui nous ont été soumises. Et nous voyons que les systèmes alimentaires sont vraiment quelque chose de très complexe et qui va bien sûr dépendre des entrées ces facteurs que nous allons utiliser, comment choisir les aliments, comment les faire croître, comment les organiser, comment nous allons les fabriquer, comment nous allons les transformer, comment nous allons faire les choix que nous devons faire dans le système alimentaire. Et bien sûr, tout cela a un impact certain sur tout ce que nous faisons, sur notre santé et bien sûr sur l'environnement. Laurence, malheureusement, j'ai l'impression que votre écran s'est figé. Donc, je vais peut-être que nous allons pouvoir demander à quelqu'un d'autre de vous rejoindre. Peut-être que ce serait peut-être utile que pour vous de d'éteindre votre caméra pour que nous puissions vous entendre, en tout cas. Bien, Laurence, ce que nous allons faire, c'est que nous allons vous demander de rappeler, de vous reconnecter. Bien, nous allons peut-être passer à Ty Bill,
parce que nous savons également que Ty peut nous expliquer en quoi consiste le tableau de bord et nous pouvons ensuite revenir vers Laurence. C'est fantastique. Donc, laissez-moi vous présenter Ty Bill, qui est le conseiller en recherche et dans l'équipe de la connaissance chez Gain. No, we have to wait for your photograph, Ty, because we all look so Et much. nous avions vraiment besoin d'entendre, de voir votre photo parce que nous avons tous l'air très très bien sur ces photos. Et donc, pouvez-vous nous expliquer très brièvement comment fonctionne le dashboard, en quoi il consiste, ce tableau de bord, et qu'est-ce qu'il représente? Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais simplement mettre le tableau de bord sur les diapositives, afin de ne pas passer trop de temps pour vous présenter ce qui peut être montré visuellement. Ce qui est important de souligner sur ce tableau de bord, c'est que c'est le premier tableau de bord qui essaie de réunir, regrouper toutes les données des systèmes alimentaires, des indicateurs de santé nutritionnelle, des indicateurs environnementaux, etc. Mais ce que nous avons fait ici, c'est que nous avons réuni tous les indicateurs au niveau mondial. Vous pouvez les comparer avec entre les différents pays. Et donc, lorsque vous arrivez au domaine de tableau de bord principal, vous allez avoir trois domaines d'activité. Il s'agit vraiment des quelques politiques et d'actions, des pistes d'action pour transformer les systèmes alimentaires. Donc vous pouvez voir différents secteurs et quelques exemples. Et par exemple, l'exemple numéro 5 qui est le soutien de la production et de la consommation des récoltes indigènes et des programmes nutritionnels. Gare, un système de récolte agro-diversifié. Et il s'agit également d'accroître la disponibilité, l'attrait des nourritures telles qu'elles sont. Et donc, nous pouvons revenir à cette page et vous pouvez avoir un choix par pays. Par exemple, vous pouvez nous concentrer sur l'Éthiopie, par exemple, aujourd'hui. Vous pouvez passer en revue un ensemble d'indicateurs et ce sur quoi je vais me concentrer, principalement aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle comparer et analyser. Et c'est vraiment grâce à cela que nous allons pouvoir utiliser les éléments et les facteurs que nous avons. Donc nous avons des indicateurs, des changements des systèmes alimentaires, des changements climatiques, dans lequel je vais rentrer plus en détail un peu plus tard. Nous avons ensuite les environnements nutritionnels, nous avons les chaînes d'approvisionnement alimentaire. Et je voulais simplement mettre un petit peu en avant ces certains indicateurs que nous avons. Donc, par exemple, si nous allons aller dans l'encart propriété des produits, nous allons avoir par exemple la valeur de vente, le prix de vente des biens, et nous avons ensuite, par exemple, la valeur à la vente de la nourriture ultra transformée euh, par habitant. Et donc, par exemple, vous pouvez cliquer sur un certain pays, vous allez voir que vous allez avoir une valeur très élevée. Et donc, ce qui est très intéressant à voir dans ce cas-là, c'est que la majorité de la nourriture ultra processée, transformée, est le plus souvent concentrée en Amérique du Nord, en Europe et dans certains autres pays. Ce que nous voyons, c'est que cela augmente différemment dans différents pays. Et donc, nous pouvons cliquer par exemple sur la vente de la nourriture ultra transformée. Vous voyez que la transformation, la vente des produits ultra transformés augmente assez rapidement en Afrique. Et je vais peut-être revenir à la valeur de vente de la nourriture ultra transformée. Et je vais aller dans la vision en bulle. Et donc, c'est simplement pour vous montrer un très court exemple de ce que nous faisons. Et pour ce qui en est de l'accès, nous allons regarder la part des féculents. Et cela nous montre de voir comment les aliments sont utilisés, sont consommés différents et comment ils participent à l'alimentation des habitants. Et nous avons également des facteurs individuels, nous avons les facteurs économiques, avec la consommation par tête. Et voilà ce que vous voyez sur l'axe des horizontales. Vous avez le pouvoir d'achat qui augmente. Vous avez une réduction
de la consommation des féculents. Et cela, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que la consommation de l'alimentation va être beaucoup plus diversifiée et avec une proportion différente des nourritures, de la nourriture animale. Et nous voyons que la consommation de la nourriture ultra transformée qui change, et nous avons donc des aspects positifs et négatifs de tout cela. Et c'est très très intéressant, Thai. Et donc, nous pouvons voir que les différents pays peuvent avoir accès à différents facteurs, différents indices sur la consommation de la nourriture. Merci beaucoup. Et donc, et je sais que vous êtes en train de développer une analyse au niveau sous-national. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Et bien sûr, on nous demande souvent la question, on voulait savoir avoir des données en particulier sur certaines régions, certaines provinces, et c'est ce que nous faisons actuellement dans certains pays. Nous espérons vraiment généraliser cela pour avoir une vision beaucoup plus granulaire, beaucoup plus fine de ces données à l'intérieur même d'un pays, avec peut-être en nous basant sur des concepts économiques, sur des concepts de revenus, de distribution homme-femme. Et en tout cas, c'est vraiment important de savoir d'avoir cela pour pouvoir nous concentrer sur quoi nous devons nous concentrer, parce que c'est ça l'objectif principal, c'est vraiment d'avoir cette influence sur le régime alimentaire. Et bien sûr, nous pouvons voir que grâce à ces données, que nous avons différentes questions dans différents pays et que par conséquent, il y a certaines actions qui doivent être entreprises dans certains pays pour des raisons très particulières à ce pays. Et nous avons parlé du Nigeria, qui avait un ensemble de données qui ont été fournies pour le Nigeria. En tout cas, merci beaucoup, Ty. Et maintenant, nous allons pouvoir revenir vers Lawrence, que nous avons perdu quelques instants, mais la magie de la technologie nous permet justement de revenir vers Laurence. Et je voulais simplement que vous nous disiez quelques petits mots sur les facteurs, quelquefois complexes, qui sont disponibles sur ce tableau de bord. Et c'est vraiment crucial pour un pays. Pourquoi ont-ils besoin de ces facteurs? Parce qu'ils ont déjà accès d'un ensemble de données. Donc pourquoi auraient-ils besoin de ce tableau de bord? Eh bien, comme vous le savez, les systèmes alimentaires sont très compliqués. Si vous prenez des décisions, vous avez 2000 idées qui ont été fournies dans le cadre de la discussion des Nations Unies, et nous allons essayer de réduire cela à 50, mais 50, c'est encore énorme. Et nous ne savons pas forcément comment faire pour que le système alimentaire qui est le mien, par exemple, génère soit des points positifs pour ma population. Et donc c'est fantastique en tout cas d'avoir ce tableau de bord pour voir une description très chiffrée de ce que nous faisons. C'est vraiment une plus grande force, un plus grand soutien qui nous permet de savoir ce que nous devons faire. Et si nous revenons à 6 ans en arrière et à l'époque où nous occupions du portail des systèmes alimentaires, et c'était un des premiers chapitres du travail que nous avons fait sur le système alimentaire, et donc cela devait être soutenu, supporté par des données. Nous avons essayé de trouver des données sur les systèmes alimentaires et nous ne pouvions pas regarder partout. Et donc à un moment, nous nous sommes dit qu'à un moment dans le futur, nous allons avoir besoin d'un tableau de bord du système alimentaire, parce que lorsque nous nous reconcentrons sur 40 ou 50 différents pays, c'est pas mauvais pour des chercheurs, mais pour certains preneurs de décisions, certains décideurs, c'est vraiment difficile de pouvoir compiler des données de 50, 40 pays différents. Et donc, c'était important pour nous d'avoir un endroit qui réunisse toutes les données, tous les ensembles de données de différents pays, afin d'avoir toutes les données. Nous devons avoir un ensemble de données, des jeux de données vont avoir de l'intérêt, de la pertinence pour que nous puissions analyser les systèmes alimentaires. Et en effet, Laurence, nous avons besoin d'un ensemble de données pertinentes pour prendre des décisions. Et
quels ont été les résultats dans les différents pays? Bien, nous voyons que les différents chercheurs ont utilisé cela dans différents pays. Et nous avons eu une compétition il y a 9 mois de cela pour voir qui l'utilisait de manière le plus imaginative. Et nous avons 2 ou 3 participations, et 2 ou 3 de ces participations provenaient de teachers, d'enseignants, pardon, qui enseignaient au Nigeria et dans l'État de l'Iowa aux États-Unis et qui utilisaient ce tableau de bord de manière très très imaginative. Et donc, cela générait un intérêt certain de la part de différents États membres. Et vous avez parlé d'un tableau de bord sous-national, et de nombreux pays souhaitent avoir un tableau de bord au niveau régional ou provincial. Et c'est fantastique, c'est vraiment utile, ça va nous aider. Et bien sûr, ce tableau de bord va aider d'autres choses, rendre possible d'autres choses, qui va nous pouvoir expliquer de nombreuses pans de systèmes alimentaires. Et donc, c'est important d'avoir un ensemble de données qui va être beaucoup plus facile à utiliser. Et bien sûr, nous avons parlé de bases de données et des systèmes alimentaires. Il s'agit vraiment de comprendre comment nous pouvons le comprendre et comment faire en sorte qu'il puisse continuer à évoluer. Et une des choses que nous voulons faire, et comme Ty l'a dit, c'est de le rendre plus dynamique. Actuellement, au moment où nous parlons, nous essayons de recevoir des données tous les ans si nous avons de la chance. Et malheureusement, c'est beaucoup trop lent pour la majorité des événements qui se produisent. Et nous savons que les données économiques sont mises à jour tous les mois, toutes les semaines, et nous devons avoir l'aide de partenaires qui vont être en mesure de nous fournir des données par différentes plateformes comme Google par exemple, et de manière beaucoup plus fréquente. Nous allons pouvoir utiliser d'autres partenaires, et nous pouvons savoir quels sont les marchés alimentaires qui sont ouverts actuellement en Éthiopie au moment où nous parlons. Et au bout d'un an, nous voyons que c'était vraiment une grande croissance, que ça est vraiment en train de se développer de manière massive. Et est-ce que c'est comme ça que vous imaginiez l'évolution de ce tableau de bord l'année dernière? Oui, en effet, oui, parce que nous avons une équipe absolument fantastique derrière cela. C'est vraiment une équipe multi-institutionnelle, et chacun a ses propres forces, ses propres atouts. Et j'ai vraiment une grande foi dans cette équipe. L'équipe à l'université John Hopkins, à la FAO, à Gain, ils ont fait un travail fantastique. Et le sommet, nous avons vraiment donné un élan supplémentaire. Et je ne suis pas particulièrement surpris, mais je pense que notre prochain défi nous attend au cours des 3 ou 4 prochaines années. Nous allons essayer d'avoir les fonds nécessaires pour lui permettre de perdurer au cours des 4 ou 5 prochaines années. Et je pense que les ressources qui seraient utilisées seraient très bien utilisées. Merci beaucoup, Lawrence. Et merci beaucoup d'avoir réussi à parler malgré les différents problèmes techniques. Laissez-moi vous faire la présentation de Rosalind Remans, qui est scientifique principale au Centre international d'alimentation tropicale et de la biodiversité. Roselyne, donc bienvenue. Donc nous voyons que ce tableau de bord évolue tous les jours, il y a de nouveaux facteurs, de nouveaux éléments qui sont rajoutés. Et, votre équipe a ramené une dimension environnementale. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur la dimension environnementale du tableau de bord? Alors, comme Laurence l'a dit, évidemment, ces systèmes alimentaires sont compliqués et toutes les dimensions associées sont complexes. Donc, les données sont multiples, éparses et disponibles à différentes échelles. L'approche que nous avons adoptée a été ici de revenir sur ces 5 dimensions environnementales qui sont impactées et qui impactent les systèmes alimentaires. Et puis, nous avons également vu qu'il y a un besoin de changement mondial ici, d'orientation au niveau international, national et sous-national. Nous avons donc regroupé ces indicateurs en 5 environnements que je viens de mentionner, qui sont donc directement liés au système alimentaire. On parle du climat, de l'utilisation des sols, de la biodiversité, de l'utilisation de l'eau et de la pollution.
Et on voit ici ces changements qui sont nécessaires au niveau du système alimentaire et pouvoir ici justement faire ce suivi sur le temps. Et puis ici, cela montre ici, eh bien, voir quel est l'impact au niveau environnemental dans le cadre de ce contexte et de ces dimensions. Et je pense que lorsqu'on passe à l'alimentation, à l'environnement, nombreux ici sont ceux qui pensent aux émissions de gaz à effet de serre ou comment le changement climatique a un impact sur les systèmes alimentaires. Mais il y a aussi d'autres domaines très importants comme la biodiversité, la pollution, l'utilisation de l'eau, l'utilisation des sols, qui sont très impactés par, évidemment, le système alimentaire. Donc, encore une fois, ce sont des domaines qui sont essentiels. Donc, ici, eh bien, au niveau des systèmes alimentaires, voici ces éléments, oui. Et surtout, là, vous venez de les mentionner, ce sont des éléments essentiels qui nous permettent de développer des indicateurs qui peuvent ensuite être utilisés. Oui, c'est cela. Et c'est pour cela que nous avons fait cette sélection de ce tableau de bord pour ces domaines avec ces indicateurs donc, qui sont disponibles pour ces différents pays et que l'on puisse ici communiquer au niveau national. Alors, certains indicateurs environnementaux sont complexes et lorsque vous allez faire une agrégation au niveau national, eh bien, c'est difficile en fait de vraiment en retirer quelque chose. Il nous faut donc ici une échelle sous-nationale pour pouvoir ensuite avoir ces tableaux de bord sous-nationaux. Et c'est ce qu'un peu Laurence était en train d'expliquer. Donc, vous allez voir ici ce type d'indicateurs environnementaux qui reflètent ces différents domaines. Et vous pourrez également voir que certains sont plutôt côté consommation, comme par exemple la biodiversité par capita, d'autres plus côté production et d'autres plutôt niveau risque, comme les risques climatiques, l'érosion des sols, etc. De même, en plus de ces indicateurs spécifiques pour ces domaines, nous avons aussi ces agrégats dans ces différents domaines. Et donc ça, c'est un point d'entrée qui est très utile pour ici ces différentes dimensions. Et vous pouvez retrouver donc toutes ces données justement avec ces premiers agrégats d'indicateurs. Vous pouvez commencer par une première dimension et ensuite faire le lien avec le système alimentaire et puis ensuite creuser dans le domaine spécifique lorsque vous voyez qu'il y a des éléments qui sont essentiels. Donc, c'est ainsi que les utilisateurs vont pouvoir explorer ces dimensions. Oui, en effet. Alors ici, cela dépend des différents domaines. Alors, vous pouvez commencer par ces indicateurs agrégés, par ces différents domaines. Et c'est vrai que je vous encourage également, avec les utilisateurs, à voir avec ces indicateurs quels sont les liens avec les changements au niveau consommation, production et l'environnement. Donc, ce tableau de bord est très utile. C'est un peu votre point de départ pour vraiment avoir cet aspect interactif, pour faire ce lien entre ces indicateurs et pouvoir explorer ici ces schémas. Très clairement ici, la raison pour laquelle vous avez ajouté cette dimension, c'est parce qu'en effet, c'est une priorité qui se développe et aussi pour les consommateurs, n'est-ce pas? Oui, absolument. Et cette année, vous avez aussi le sommet du système alimentaire de l'ONU, un sommet sur la biodiversité, et bien la COP26. Donc, en fait, vraiment, tout ceci est en lien avec l'alimentation, bien évidemment.
Et sur ces graphiques, vous voyez ces objectifs qui sont soulignés et qui reviendront dans ces différents eh bien, conventions, par exemple sur la biodiversité. Ce sont des indicateurs qui peuvent être utilisés et vous pouvez utiliser donc ces courbes pour illustrer cela et pour faire le lien avec ces différents sommets internationaux de cette année. Et j'espère que justement, ce tableau de bord va pouvoir ouvrir le dialogue. Roselyne, je sais qu'il y aura très probablement beaucoup de questions. Merci d'avoir partagé ici ces 5 dimensions environnementales et ce tableau de bord. Alors, on a vu comment ce tableau de bord peut aider les pays et voir ce qui peut être fait, mais on peut rentrer dans plus de détails car je suis ravie de vous présenter ici une consultante en Nigeria qui va revenir ici avec une perspective cette fois-ci nationale. Olutayo Adeyemi. Olutayo, great to see you. So look, Alors, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors, première question, perspective du Nigeria. Pourquoi est-ce que ce tableau de bord est important s'agissant de la prise de décision ici sur les systèmes alimentaires? Merci de m'avoir invité. Un des éléments ici qui s'est développé au niveau des systèmes alimentaires, c'est que nous avons vu différentes actions qui ont été mises en œuvre en matière d'agriculture, d'autres programmes de gestion d'eau. Et au Nigeria, nous allons essayer de développer ici toute une série un peu sur l'exemple de ce que nous avions fait, une série de sensibilisation sur la santé maternelle. Et bien là, nous avons justement réuni un groupe d'experts pour réfléchir à des stratégies, voir comment améliorer l'agriculture et la nutrition. Et nous avons vu que dans le cadre de cette stratégie, il y avait ces différentes zones prioritaires et nous n'avions pas nécessairement de données sur les besoins spécifiques des différentes interventions. Et nous avons donc essayé de mettre tout cela en place. Et un autre élément que nous avons pu identifier, c'est qu'il y a aussi des experts qui ont pu ici conceptualiser les choses, identifier des indicateurs qui ont pu être utilisés pour vraiment évaluer les différentes dimensions de ces systèmes alimentaires et pouvoir ensuite compiler ces informations pour différents pays. Pour nous, ça a changé la donne, car ici, on demandait à des experts de le faire et cela avait déjà été fait de manière systématique grâce justement à ce tableau de bord. C'est magique, n'est-ce pas? Et je sais que le Nigeria également gère cette base de données, ces indicateurs sous-nationaux. Donc, c'est-à-dire avoir cela au niveau régional et local, hein, c'est ça l'idée? Oui, nous avons en fait 6 États au Nigeria. Donc, nous allons en effet revenir avec des sous-indicateurs ici sur ces 6 régions, 6 États. Et vous pouvez nous aider, à nous expliquer comment est-ce que ça peut vraiment vous aider à ce niveau-là? Oui, oui, bien sûr. Alors, évidemment, au niveau des caractéristiques, nous avions des données sur les résultats, au niveau de la diversité. Et c'est vrai que pour nous, c'était très important, car nous avons vu que nous pouvions vraiment améliorer la nutrition et on a vu vraiment des différences régionales très importantes. Donc, nous savons que les systèmes alimentaires peuvent être très différents d'une région à l'autre. Donc, ce qu'on a essayé de faire dans le cadre de ce tableau de bord sous-national, nous avons pu voir ici des différentes caractéristiques et la façon dont nous avons ici fonctionné, c'est d'essayer de voir avec ces groupes de 6 États différents. Et ce que nous avons pu voir, c'est que même dans une zone similaire, les États peuvent être différents dans leurs caractéristiques. Alors ici, on veut regrouper les États par schéma ici de système alimentaire.
Donc, ceci va nous aider les différentes organisations à pouvoir voir quels sont les États ici qui ont des opportunités de développer, quels sont ici des éléments qui peuvent être mis en valeur. Et encore une fois, cela va nous permettre de revenir sur un meilleur développement de gestion des ressources efficaces et de revenir sur les défis les plus importants ici des systèmes alimentaires dans chacune des régions du Nigeria. Une dernière question. Est-ce qu'aussi cela vous a aidé le Nigeria à décider avec qui travailler, dans quel secteur? Est-ce que ça vous a aidé? Oui, bien sûr, ça a été un des éléments déterminants également. Donc c'est vrai que pour pouvoir mettre cela en valeur, cela nous a permis avec les bailleurs de fonds, les chercheurs, d'autres parties prenantes, de pouvoir vraiment avoir une réponse transverse de différents secteurs. Merci beaucoup. Celle-là est toujours très intéressant ici de voir différentes perspectives et comment cela se passe au niveau national. Merci. Alors, ne vous inquiétez pas parce qu'il y aura d'autres ici opinions, ici nationales. Cependant que, eh bien, nous avons la chance parce que ici d'avoir ce partage, mais malheureusement, ces personnes n'ont pas toujours pu être là en personne. Alors, nous avons des vidéos à partager avec vous. La première de l'Allemagne, notamment, une représentante de l'Agence internationale de la coopération. Merci de m'avoir invité à participer à cet événement. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de vous rejoindre ici à l'heure indiquée, mais je suis ravie ici de pouvoir vous envoyer ce message vidéo. Afin de pouvoir répondre également à vos 3 questions. Première question, pourquoi est-ce que je pense que ces données ici sont importantes pour les systèmes alimentaires? Ces données sur les systèmes alimentaires nous permettent d'identifier les faiblesses et les points forts de nos systèmes. Cela permet d'étayer les discussions, d'avoir des interventions plus ciblées. De même, cela nous permet aussi de promouvoir le changement, de prendre des décisions en matière de réglementation. Sans données, eh bien, nous sommes un peu à l'aveugle. Quelle est la pertinence de ces données sur la nutrition pour le gouvernement dans le cadre de cette coopération? Eh bien, ici, le gouvernement fédéral de l'Allemagne, eh bien, dans le cadre de son initiative, a comme ambition, tout d'abord, de revenir sur l'ensemble des programmes, mais également de contribuer ici à développement des éléments de preuve, surtout lorsqu'il y a encore des lacunes. De même, au niveau ministériel, la Commission européenne, en la matière, a lancé aussi un programme Connaissance pour le système alimentaire, notamment avec une plateforme d'information. Et cette composante permet de renforcer nos partenariats dans les pays qui ont besoin de renforcer leur système alimentaire, mais aussi améliorer l'analyse de ces données. Un deuxième programme, un programme international qui est également actif dans 12 pays, comprend une approche multisectorielle multiniveau pour générer des données avec des évaluations d'impact, et ces données sont utilisées pour améliorer la gouvernance en matière de nutrition. Troisième question. Est-ce que je recommande ici aux décideurs politiques d'utiliser ce tableau de bord sur les systèmes alimentaires? Quelles sont ici les améliorations nécessaires sur la gouvernance en matière d'alimentation avec les pays partenaires? Eh bien, en effet, oui, je recommande très fortement d'utiliser ce tableau de bord. Nous percevons ce tableau de bord comme un outil important, facile à comprendre. Et je suis ravie de voir ici qu'il a été adopté pour le sommet sur le système alimentaire de l'ONU et qu'il va nous permettre ici de le développer encore davantage. Cela devrait nous permettre de nous concentrer sur l'inclusion des données sous-nationales et également d'autonomiser les pays s'agissant de l'utilisation de ce tableau de bord et des données.
Cela va inclure ici l'utilisation des données pour améliorer la gouvernance en matière de système alimentaire. Le sommet de l'ONU à venir eh bien, va pouvoir motiver les pays à utiliser ce tableau de bord en utilisant les données déjà disponibles et pour développer des initiatives au niveau national. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente réunion aujourd'hui et je vous retrouve très prochainement pour d'autres discussions en la matière. Merci beaucoup, Estelle. Merci beaucoup pour ce témoignage qui nous vient d'Allemagne. Et maintenant, je vais présenter notre autre vidéo, Roberto Mendoza, qui est le coordinateur du surveillance et du suivi de la sécurité alimentaire et de la nutrition du Guatemala. C'est un message en espagnol. Par conséquent, nous vous invitons ici à utiliser l'interprétation en anglais. Alors, nous pensons en effet qu'avoir un système ici alimentaire est évidemment essentiel pour nous. Il va nous permettre de pouvoir faire la différence sur la base économique et sociale et sur le fondement environnemental. Le gouvernement du Guatemala, à travers le secrétariat ici de la présidence, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, a participé ici au deuxième dialogue du troisième sommet de 2021 des Nations Unies. La sécurité alimentaire et le secrétariat considèrent donc ce tableau de bord comme utile pour pouvoir mieux comprendre sur les opportunités, les défis du Guatemala, pour pouvoir planifier les actions, se concentrer sur l'amélioration du système alimentaire national. Dans le contexte ici de cette croisade en matière de nutrition, l'objectif est d'améliorer la santé et l'inclusion de la population du Guatemala et de répondre aux problèmes de malnutrition des enfants de moins de 5 ans, des femmes dans des abris des populations les plus pauvres. Et une étude est à l'heure actuelle en cours pour établir les lignes, ici les fondements de cette stratégie pour pouvoir faciliter le suivi et l'évaluation des ressources et utiliser des indicateurs à bon escient et voir l'impact ici pour améliorer le système alimentaire au Guatemala. Et ici, s'agissant de cette sécurité alimentaire et de ce système, comme vous pouvez le voir, c'est une plateforme Internet avec différents tableaux de bord, avec des informations sur l'alimentation au niveau national. Et cela nous permet ici de parler également de l'exécution financière et opérationnelle de toutes les activités liées à la sécurité alimentaire. Et depuis 2017, eh bien, ce système et cette classification IPC a été développée. Il s'agit ici de différents outils, différentes procédures sur différentes normes et standards qui permettent ici de classifier dans le cadre de cette analyse eh bien, la sécurité alimentaire, de pouvoir consolider cela et étayer la prise de décision. L'IPC est géré par le système de sécurité alimentaire avec le soutien également du programme alimentaire international et les institutions gouvernementales dans le cadre de cette coopération et d'autres organisations non gouvernementales participent à ce processus, prenant en compte ici les mots de notre président. Un pays comme le Guatemala qui peut tout produire, eh bien, doit pouvoir gérer ses ressources. C'est un acte de responsabilité ici de rejoindre l'ensemble des actions qui peuvent générer les objectifs du développement durable. The view from Guatemala there. Thank you very much indeed for that. Merci beaucoup. Et enfin, je suis ravie de ici vous présenter notre dernier intervenant, Kate Schneider, chercheur qui travaille à l'université Johns Hopkins. C'est à vous. Kate, c'est fantastique de vous avoir aujourd'hui sur notre panel. Donc,
parlez-nous un petit peu du rapport du Contat de Bourse sur le système alimentaire et donc la transformation du système alimentaire. Pouvez-vous nous en parler? Merci beaucoup, Chioli, de m'avoir aujourd'hui avec vous et d'avoir cette opportunité de partager ce compte à rebours avec vous tous. Et c'est une publication annuelle et revue par les pairs sur le système alimentaire et la transformation, qui est basée sur une collaboration scientifique avec plus d'une trentaine d'experts de nombreuses institutions sur différents continents. Ils ont travaillé d'arrache-pied sur une période de temps très restreinte et j'ai été vraiment très impressionné. Ils se sont vraiment concentrés sur les leçons principales, sur une approche transversale, sur l'environnement, le changement climatique, la pauvreté, la durabilité et la résilience des systèmes alimentaires. Un des premiers rapports va être publié cette année avec une architecture rationnelle pour ce rapport. Et nous avons à avoir un rapport qui va être publié tous les ans et qui va être vraiment lu, relu, revérifié, contrôlé. Et en se basant sur les plus grandes, les meilleures normes. Et également une autre contribution qui va être faite sur la relation entre les différents indicateurs que nous avons utilisés et comment euh, nous pouvons travailler sur les équilibres entre ces différents facteurs. Et je pense vraiment que ce rapport va être vraiment un complément, un supplément fantastique à notre tableau de bord dont vous avez parlé et de faire en sorte que les données du tableau de bord soient accessibles. Et cela vient du fait que le tableau de bord va nous permettre d'avoir davantage de facteurs et de données consultables. Et le tableau de bord nous fournit également des outils de visualisation et vraiment essayer d'atteindre un ensemble, un panel relativement large de populations et de personnes qui voudraient le consulter. Nous sommes concentrés sur les principaux messages et sur les principaux indicateurs qui pourraient être vraiment utilisés pour justement pour prendre des décisions et nous essayons en tout cas d'avoir renforcer l'accessibilité des informations que nous avons pour les décideurs. Et le compte à rebours est également fait à destination des scientifiques et devrait être utilisé, être accepté comme étant une publication scientifique. Et nous ne pouvons pas les laisser dire qu'ils n'ont pas les informations nécessaires pour prendre les décisions qui s'imposent. Et nous essayons de faire un changement, d'impulser un changement dans cette direction. Et et vraiment, cette idée, cette nouveauté, c'est vraiment de faire de la science et vraiment d'inspirer des scientifiques et vraiment de combler les différents fossés qui existent encore, par exemple en termes de durabilité, de gouvernance. Et donc le premier rapport va être publié cette année, juste avant le sommet. Donc enfin, vous dites que ce rapport va être publié, et c'est vraiment avec une approche scientifique, mais qui va vraiment être un supplément, un magnifique supplément au tableau de bord. Et comment cela va bénéficier, être utile aux différents États, parce que vous me dites que c'est un supplément au tableau de bord. Eh bien, ce que fait ce rapport, c'est fournir des données aux décideurs et comment nous pouvons nous diriger vers des rapports plus durables et plus résilients. Nous espérons atteindre un nombreux publics et des publics différents. Et il s'agit vraiment d'utiliser ces données pour mettre en place, pour concevoir, pour modifier des régimes alimentaires qui existent actuellement. Et donc, il s'agit vraiment des mécanismes de plaidoyer et de plaidoyer souple, comme nous le dirons, qui va être utilisé pour les différentes institutions internationales, mais tous les États peuvent vraiment utiliser tous les données que nous avons. Et comme vous l'avez dit, ça va être le premier rapport d'une série de rapports annuels
pour atteindre dans un compte à rebours pour 2030 les objectifs du développement durable. Et voyons que les différents indicateurs vont dans la bonne direction et nous voyons des changements et nous espérons avoir une alimentation beaucoup plus saine et pouvoir parler justement de l'impact, de l'empreinte carbone qui peut être négative pour l'environnement et vraiment avoir une alimentation mieux protégée, améliorée et faire en sorte que le processus de décision soit beaucoup plus inclusif et de vraiment avoir une approche beaucoup plus résiliente et durable. Mais je pense que de manière beaucoup plus spécifique, ce que nous voyons dans ce rapport en 2025 et 2030, c'est que j'espère voir de nouveaux indicateurs et nous espérons vraiment que nous sommes en 2021, nous avons encore 4 ans à venir d'ici à 2025 et nous espérons pouvoir répondre à certaines questions en 2025 que nous ne pouvons pas répondre actuellement. Et par exemple, nous ne pouvons pas répondre actuellement à la question du nombre de personnes qui tirent leur subsistance des régimes du système alimentaire tels qu'ils sont constitués. Mais il y a énormément de travail et d'emplois qui sont créés dans ces systèmes alimentaires, mais nous sommes dans l'incapacité de dire combien de personnes réellement travaillent de manière directe dans ces systèmes alimentaires. Et donc, nous voyons que certains de ces indicateurs évoluent, changent, et nous espérons vraiment faire un suivi et vraiment toujours garder un œil sur ces indicateurs environnementaux qui sont d'une importance cruciale. Et je suis sûr que nous allons pouvoir parler davantage de différents changements que nous allons voir et que nous espérons voir dans les différentes dimensions des systèmes alimentaires. En tout cas, merci beaucoup Kate pour votre présentation. Je vais demander à tous les intervenants de nous rejoindre et nous allons élargir un petit peu la discussion et nous allons poser quelques-unes de vos questions à nos intervenants. Présentation du discussion de groupe et des questions-réponses. Bien, c'est fantastique de vous avoir tous avec nous aujourd'hui. J'ai quelques questions moi-même et je voulais en tout cas jeter un œil sur la question, sur la boîte Q&A, question. Vous parlez de questions de données d'informations. Comment vous pouvez être sûr que la source d'information est fiable? Comment vous pouvez être sûr que l'information qui va dans le tableau de bord est exacte et comparable avec d'autres informations? Commençons avec vous, Lawrence. Et si d'autres intervenants souhaitent rajouter quelque chose, n'hésitez pas à rajouter quelque chose. Eh bien, merci beaucoup, Shuli. Eh bien, les données viennent des sources d'informations de qualité, comme par exemple la FAO, la Banque mondiale, les Nations unies. Ce sont vraiment un processus de sélection par la qualité. Nous avons un processus de contrôle de la qualité. Nous le faisons également. Et c'est vraiment la tentation pour toutes les différentes bases de données et ensembles de données de recevoir les données sans vraiment réfléchir à l'utilisation qui peut en être faite. Et bon, il s'agit vraiment de faire très attention à quelles données nous utilisons et pour quelle utilisation, ce dont nous avons besoin, et que ce ne soit pas un problème pour agir plus tard. Et nous leur posons la question à tous nos partenaires, nous leur posons la question de la pertinence, mais également la qualité. Mais je pense que mes autres collègues seront plus en mesure de répondre à cette question. Et quelle est votre vision chère Roselyne, des informations que les décideurs et les chercheurs utilisent pour le tableau de bord? Je pense que cela nous amène à la question de comment nous mettons à jour ces informations. Oui, tout à fait. Et je souhaite vraiment souligner que, comme Laurence l'a dit, nous commençons avec les meilleures données, mais c'est vraiment un processus itératif, évolutif. Il y a des données avec certaines faiblesses, mais il s'agit vraiment de comprendre que nous devons prendre ce tableau de bord et vraiment être en mesure de combler les différents fossés en termes de disponibilité, mais également en termes de qualité. Et je ne sais pas si nous avons parlé de cela, mais nous avons
un ensemble différent de données avec certains écarts entre les données et grâce à ce tableau de bord, nous allons être en mesure de montrer également cela et de comment nous allons faire avancer ce processus. Et bien sûr que le tableau de bord joue également cette fonction dans le processus et c'est crucial, c'est primordial d'avoir d'un ou différents groupes de données. Eh bien, nous sommes tout à fait enthousiastes à l'idée de contrôler, de vérifier ces données. Et malheureusement, je dois dire au public que Ty Bill a dû nous quitter à un autre rendez-vous qu'il avait aujourd'hui. Mais vous allez être de toute évidence en mesure de nous fournir les informations nécessaires. Je souhaite poser la question à Olitayo, parce que lorsque nous parlons du genre d'informations que nous avons sur la base de données et comment nous pouvons faire évoluer le tableau de bord à l'avenir, qu'est-ce qu'un pays comme le Nigeria aimerait voir? Qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ce tableau de bord? Eh bien, merci beaucoup, Shuli. Et ce que nous aimerions voir, c'est comment avoir des éléments de comparaison pour les différents indicateurs, parce que par exemple, quand nous arrivons à un certain niveau avec certains indicateurs, ce serait bien de pouvoir voir cela. Et ce serait vraiment en tout cas avoir un document informatif et indicatif pour savoir comment utiliser les données pour décrire un système alimentaire. Donc il y a des données qui sont importantes pour un système alimentaire, mais un ensemble de données, d'indications, ce serait très 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 utile justement pour cela. Est-ce que c'est quelque chose que certains des intervenants souhaiteraient commenter? Est-ce que vous pensez important que ce serait pour vous d'avoir des solutions vraiment innovantes, vraiment d'avoir des directives, des indications sur la base de données? Oui, Roselyne, est-ce que vous voudriez répondre à cela? Oui, donc je pense qu'il y a deux points sur votre question. Il y a le truc de comparaison et les indications. Pour ce qui en est des éléments de comparaison, nous travaillons également avec un système de diagnostic pour savoir où en sont les pays et quelles sont les situations qui pourraient être considérées comme à haut risque. Et il y a le début du processus, mais bien sûr, la situation peut changer selon les pays. Pour ce qui en est vraiment des changements de paradigme, eh bien, nous avons un portail spécifique pour ces solutions innovantes avec différents outils que nous avons reliés au tableau de bord afin que vous puissiez également chercher un country en particulier avec peut-être un problème de qualité nutritionnelle et vous allez avoir une liste de solutions innovantes qui et vous allez pouvoir voir certains exemples dans différents contextes avec certaines situations. Et je vais également mettre dans le chat le lien vers ce portail qui est lié donc par conséquent au tableau de bord. Et nous allons en tout cas étendre un petit peu ce lien que nous avons fait entre ces deux portails. Bien, merci beaucoup. Je voulais également poser une question sur la responsabilisation. Et peut-être, Kate, que c'est quelque chose auquel vous pourriez répondre, parce que vous avez parlé du rapport et vous parlez de la responsabilisation des États. Et pourquoi est-il important d'avoir cette responsabilisation des États dans ce contexte précis? Eh bien, c'est une fantastique question. Il doit y avoir une manière de faire en sorte que le pouvoir est responsable de ce qui est fait, mais pour ce qui en est du système alimentaire, c'est vraiment une question épineuse, car il y a vraiment c'est quelque chose, une tendance lourde et, au niveau international, et les États vont faire en sorte que les sociétés sont responsables. Il y a, mais les sociétés civiles et les citoyens considèrent l'État comme étant responsable.
Nous devons avoir des actions coordonnées si nous voulons voir un vrai changement. Nous devons vraiment aller de l'avant sur ce point. Une autre question du public, c'est une question très intéressante. Le tableau de bord dispose d'un vaste ensemble d'informations importantes. Mais Lawrence, est-ce que ça va rester gratuit ou est-ce qu'il pourrait y avoir un système de paiement à un moment? Nous n'avons pas encore parlé de paywall, d'un paiement pour utiliser ce service. Peut-être qu'à l'avenir, nous pourrions demander à certaines institutions, certaines entités de payer pour l'utiliser. Mais malheureusement, c'est surtout des données publiques. Et donc, nous voulons que ce soit facile d'emploi, que nous puissions les utiliser pour les diagnostics. Mais de manière générale, ce sont des données disponibles au niveau public et je pense que nous pourrions peut-être mettre un système de paiement. Nous n'avons pas encore parlé, mais je pense que ce serait en tout cas pour les entités commerciales qui peuvent se le permettre. Il y a vraiment la question de la durabilité. Nous avons bénéficié d'un soutien de nombreux États et de nombreuses institutions, mais malheureusement, ça va pas continuer pour toujours et peut-être que nous pourrions intégrer cela dans un système des Nations Unies ou en tout cas avoir un système de rémunération pour utilisation, mais nous n'en avons pas encore parlé. Pour revenir à la responsabilisation, nous voyons que la responsabilisation, en effet, est quelque chose de très diffus. Et je pense que les gens apprennent de manière différente. Et en tout cas, le rapport du compte à rebours et le tableau de bord sont extrêmement importants parce que ça nous permet de voir qu'il y a un échec à un tel endroit. Et, et nous pouvons voir que, par exemple, un État ou une entité résout un problème à cet endroit, mais néglige un autre endroit. Et nous voyons qu'il y a en tout cas des manières constructives pour peut-être changer les choses et faire un virage à 180 degrés. Oui, je vous en prie, Kate, vous avez la parole. Merci beaucoup. Et je voulais rajouter un petit quelque chose. Les États veulent s'assurer que ce qu'ils font a un impact positif. Euh, il y a d'autres personnes rendent les États responsables, mais les États eux-mêmes sont vraiment très intéressés de par ce qu'ils font et des résultats que cela donne. Et donc, c'est vraiment une entrée importante pour être en mesure de travailler sur la responsabilisation et de s'assurer que les politiques qui ont été prises sont les bonnes dans le contexte. Allez-y, Lawrence. Les chercheurs sont également responsables. Le travail des scientifiques et des chercheurs ne sont pas d'avoir simplement des données, il s'agit de trouver des solutions. Et le tableau de bord est là pour leur dire que vous avez les données, mais pourquoi ne trouvez-vous pas de solution? Et il y a vraiment un grand intérêt qui est soulevé sur la question de l'analyse sous-nationale. Et il y a différentes questions qui ont été posées, et en particulier à vous, Olutayo. Elles sont plusieurs questions dans la même ligne, par exemple quelqu'un en Éthiopie qui souhaite avoir un système de tableau de bord au niveau sous-national, mais la question revient à est-ce facile d'utiliser, d'avoir les informations, où sont les vrais défis et par où commençons-nous pour avoir ce jeu de données sous-national? In starting to work on a subnational dashboard is to get familiar with the global dashboard. Évidemment, se familiariser avec le tableau de bord, c'est important. On peut télécharger les indicateurs, et ça, c'est très important. Vous pouvez donc tout télécharger avec les différents indicateurs. Et donc, évidemment, c'est essentiel
pour pouvoir ensuite compiler toutes ces informations. So what we did was after we Et donc, downloaded ce que nous avons fait, data, we donc started nous avons aussi regardé ces métadonnées pour chaque indicateur. national Eh bien, surveys nous avons that are vu, representative at the state eh level. bien, ici, quelles étaient les représentations au niveau de chaque État And so we got some ici. Donc, nous avons réussi à avoir ces données, certaines données, et puis les données qu'on n'avait pas, eh bien, nous avons regardé différentes sources que l'on ne pouvait analyser pour générer ces indicateurs. On n'a pas pu générer l'ensemble de ces indicateurs sur le tableau de bord. Cependant, on a pu en générer assez pour pouvoir découvrir ici, pour certains secteurs et sous-secteurs de ces systèmes alimentaires qui étaient importants. Donc, à l'heure actuelle, je dirais qu'on est peut-être à 50 ou 60 indicateurs. Et nous sommes ravis de ce progrès, de cet avancement. Donc, il est important de se familiariser ici sur ce qui est disponible, sur le tableau de bord, ce qui peut être utilisé à votre niveau. Alors, merci beaucoup pour ces informations. Alors, on en a déjà parlé, mais maintenant, pour essayer de clarifier ces éléments. Donc, qui est responsable ici pour ces données au niveau de ces tableaux de bord? On parle d'organisations internationales, etc. Donc, qui ici est responsable de ces informations? Alors, on a dit qu'il fallait que ce soit précis, que ce soit clair. Yeah, that's also a really good question. I Oui, think, alors c'est une excellente question. I mean, in a way, it depends actually a bit per En fait, je indicator. dirais que ça dépend. Ça dépend par indicateur. Alors, pour certains indicateurs, Available, like je FAO was pense que la FAO les a mentionnés. Ils viennent évidemment des pays. I think also, I mean, ideally, there is an increased country Dans ownership l'idéal, of the data. eh bien, vraiment, les pays sont prêts à prendre la main sur ces indicateurs et surtout au niveau des tableaux de bord sous-nationaux. Et je pense que ce serait vraiment idéal ici pour promouvoir cet échange de capacités et voir ce qui est nécessaire et pouvoir partager des leçons ici entre différents pays dans ce domaine. Je ne sais pas si Laurence veut ajouter ici quelque chose. Oui, merci beaucoup. Alors, en termes de qui est responsable ici de fournir ici ces données, donc évidemment, les sources d'origine, eh bien, sont celles qui vont continuer. Nous allons vérifier la qualité, évidemment. Mais il s'agit ici de compiler tout cela et que ces informations soient mises à jour. Ces données seront donc mises à jour de manière annuelle. Mais évidemment, comment nous allons faire cela, c'est à nous de voir. Nous sommes aussi responsables de cette mise à jour dans le dashboard, de la décision d'inclure ces variables dans notre base de données. Donc ici, Roselyne l'a expliqué, tout ce travail avec ces différentes sources de données, pour ces qualités ici. Et c'est vrai que, eh bien, il faut que ce soit aussi facile à utiliser. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et les résultats sont assez impressionnants. Si vous regardez ici ces différentes sources de données, voilà ce que l'on peut voir avec ces institutions, ces organisations qui sont financées par des donneurs, par des fondations, par exemple. Si vous voulez voir eh bien, ce que fait le Kenya, consommation des légumes, eh bien, vous avez une source de données qui va vous dire 30, et j'imagine ces chiffres. Et une source va vous dire 30 grammes par jour et d'autres 90 grammes par jour. Donc, en fait, ce sont vraiment ici des sources très différentes. Donc, ici, on a contacté ces deux sources de données, on les a informés de ces différences, et puis, tout simplement, que les choses ne sont pas claires et que, par conséquent, il faut pouvoir justement être beaucoup plus clair, avoir des sources qui soient cohérentes. C'est ça l'objectif. Alors, c'est vrai que ce n'est pas facile, vous avez tout à fait raison, il y a différentes sources et c'est toujours la même chose, c'est comme en journalisme en fait. Il faut vraiment avoir la bonne réponse, et c'est crucial, surtout s'agissant de la prise de décision. Alors, à l'avenir, on a parlé d'algorithmes, d'intelligence. Est-ce qu'il y aura aussi un soutien pour ces pays sur eh bien, quelle est la bonne décision à prendre? I can have a go at that again unless somebody else. Eh bien, je peux essayer de répondre à cette question, sauf si quelqu'un d'autre veut essayer d'y répondre. Eh bien, ici, on parle du futur. Une fois qu'on a ces informations,
Est-ce que ces pays vont pouvoir utiliser eh bien, cet apprentissage par machine, cette intelligence artificielle pour pouvoir réussir à atteindre ces objectifs? Eh bien, je vais commencer peut-être à répondre. Eh bien, ici, avec l'intelligence artificielle, eh bien, ça peut vous aider, pourquoi pas, mais ces techniques et ces méthodes ont aussi des limites. Donc, lorsque vous avez, eh bien, ici, 50 indicateurs, 50 valeurs, il faut aussi contacter cela parce que, évidemment, eh bien, on veut absolument obtenir ces 10 actions, ces 20 actions. Et pour moi, c'est vraiment très important parce qu'on sait qu'au niveau de politique ici, voir ce qui est possible, voir ce qu'il est donc ce qu'on peut faire. Et donc encore une fois, ici, eh bien, il y a beaucoup d'effets ici externes, des ici éléments qui peuvent être repris, mais il y a aussi beaucoup de tâches qui sont importantes pour revenir aussi et revenir ici dans le cadre de ce contexte sur ses capacités. Et c'est à nous de voir évidemment quels sont les éléments de preuve et les détails. Alors, une autre question ici de notre public. Donc, on a toutes ces informations. On sait que c'est une priorité. Eh bien, ici, comment est-ce que vous pouvez garantir que les gouvernements utilisent ces informations pour changer leur processus de prise de décision? Eh bien, ça, si quelqu'un a la réponse à cette question, ça m'intéresse. Changerait la donne, en effet. Je pense que répondre à cette question, ça a été difficile. Et je pense que toute ma carrière, j'ai réfléchi à cette question. Il y a différents donc, mécanismes de la société civile. La société civile joue un rôle très important avec une espèce de médiation entre les données, la traduction de ces éléments de preuve qui se transforment en efforts cependant, mais ils ont leurs propres objectifs et évidemment, eh bien, ils ne sont pas ici au service de l'ensemble des citoyens comme les politiques. Donc, il y a ici différentes façons. Je pense que la communauté internationale joue un rôle, les différents pays jouent un rôle. C'est une interaction. Et la plupart des gouvernements aussi souhaitent faire plus que les ressources disponibles. Et je pense que ma réponse n'est pas très satisfaisante. Et essayer justement de voir les différents objectifs et quels seraient donc ces objectifs. Et ici, eh bien, on pourrait faire cela si on avait donc les ressources et voir comment est-ce qu'on peut réduire la pauvreté, voir justement comment on peut eh bien, justement utiliser ces données dans cet objectif. Alors, évidemment, c'est très important. Je sais qu'ici, Roselyne et puis Laurence aussi souhaitaient ah non, pardon, je vous ai vu lever la main, je pensais que vous vouliez répondre oui. En fait, on a mené une étude en la matière avec les décideurs. Est-ce que vous utilisez des données, des éléments de preuve? Et il y avait toute une liste d'éléments avec des outils de prise de décision innovants, etc. Et en fait, ce qui est ressorti était vraiment de base d'impliquer des experts, une communication directe, des interactions avec des experts. Donc, c'est vraiment un élément qui est revenu à chaque fois. Et c'est assez intéressant parce qu'avec la pandémie, eh bien, vous voyez ces panels d'experts qui conseillent les gouvernements et qui aident ici à digérer les données, je dirais, et les éléments de preuve. Et je pense que, comme Kate l'a dit, les gouvernements souhaitent utiliser ces données, mais il faut aussi qu'il y ait ce facteur humain qui soit impliqué pour ce faire. Et comme Laurence l'a dit, on ne peut pas juste faire cela par intelligence artificielle. Et ça a été d'ailleurs en fait une réponse assez surprenante qui est ressortie ici par rapport à donc, toutes ces réponses.
Et c'est vrai que c'est ce qui est ressorti pour les décideurs dans le secteur privé et public. Lawrence, vous êtes d'accord, j'imagine? Oui, c'est sûr. Eh bien, il y a différents systèmes ici qui sont importants. Il faut également regarder ce qui est mis en place. Et c'est vrai que c'est toute une combinaison ici, et essayer de voir au niveau des différents pays comment cela peut être orchestré. Et ici, ce qui est essentiel, c'est aussi d'avoir ces think tanks et voir par rapport à cette science, à ces éléments de preuve, à tous ces éléments, ils sont très importants pour pouvoir ici traduire le quoi en pourquoi et voir comment est-ce que l'on peut justement les soutenir pour qu'ils puissent se développer. Et j'espère que ce tableau de bord, finalement, est, encore une fois, va générer cette activité. Quelle a été l'expérience au Nigeria en la matière? Est-ce que vous avez vu des changements grâce à ces informations qui proviennent du tableau de bord? Thank you. One of the things that we are doing Un des is éléments que nous avons mis en œuvre, c'est to aussi l'accessibilité de ces données au niveau du gouvernement. Donc, notre ministère de l'Agriculture et du Monde rural qui a manifesté son intérêt, qui a soutenu d'ailleurs ce tableau de bord national et sous-national. Eh bien ici, nous espérons que justement avec la perspective du sommet de l'ONU, nous avons aussi le ministère des Finances et de la Planification qui s'est intéressé justement à ce tableau de bord et nous travaillons afin de voir comment utiliser ces informations pour développer ce plan d'action pour le Nigeria et voir comment nous allons pouvoir transformer cela, ces systèmes alimentaires. Alors au niveau des données nationales, c'est difficile parce que c'est très agrégé et donc c'est difficile vraiment de pouvoir décomposer ces données. C'est pour cela que dans cette perspective, on attend que ce soit complété. Donc ici, c'est vrai qu'on veut compiler ces données, décrire la situation et au niveau des différents États, des différentes régions, et ensuite, eh bien, créer des plans d'action. Je vous remercie. Nous avons aussi une question sur la pandémie, la COVID-19. Alors évidemment que tout a été impacté par la pandémie. Est-ce que ces données sur les systèmes alimentaires ici ont été utiles dans d'autres domaines, par exemple dans le cadre d'une pandémie? Est-ce que cela a été influencé par des facteurs externes, comme par exemple une pandémie? Lawrence, je pense que la pandémie a exposé des vulnérabilités qui étaient déjà présentes dans les systèmes alimentaires. Et si ce tableau de bord expose ces vulnérabilités dans les systèmes alimentaires, eh bien cela vous dit à l'avance, avant qu'il y ait un choc comme une pandémie, quelles sont les vulnérabilités. Donc ici, cela vous aide, c'est très utile. Et je pense ici que nous allons aussi avoir un indicateur de résilience dans ce cadre-là. Et encore une fois, ce sera très utile pour le suivi ici de l'impact. Non, là, du coup, c'est pas comme ça que ça doit être formulé pour calculer ou suivre l'impact de la COVID-19 sur les résultats en matière alimentaire. Pourquoi? Parce que, contrairement aux données sur la COVID qui sont ici disponibles au quotidien, eh bien, l'impact sur le système alimentaire, eh bien, on a le résultat tous les 6 mois. Donc ici, dans le cadre de la pandémie, du confinement, eh bien, ici, la vérité est toujours la première victime de la guerre. Eh bien, ici, je pense qu'évidemment, par rapport à ce confinement, eh bien, on ne savait pas ce qui se passait avec le prix des denrées alimentaires, avec les enfants qui n'allaient plus à l'école et qui n'avaient plus leur repas à la cantine. Donc vraiment, la pandémie et d'autres chocs futurs qui viendront doivent être vraiment, pour nous, un réel réveil pour l'ensemble du secteur et dire que ici, il faut des données plus solides, il faut être résilient. Et j'espère en effet que nous pourrons vraiment être à l'avant de ce mouvement. Oui, vous avez raison et je pense que c'est quelque chose qui s'applique à l'ensemble des pays.
Lawrence, je sais que vous avez une autre réunion, donc je vous remercie de nous avoir rejoints. Et peut-être que vous souhaitez conclure avant de nous quitter, peut-être avec quelques dernières réflexions, un message clé sur ce tableau de bord du système alimentaire. C'est un message que je répète assez souvent. Regardez ce tableau de bord, utilisez-le. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Dites-nous comment l'améliorer et partagez-le. Et surtout, agissez à partir de ces données. Parce qu'en effet, eh bien, si ces deux professeurs à Nairobi, eh bien, ici, ils l'utilisent pour leurs élèves de 9 ans, eh bien, vous pouvez tous l'utiliser pour en apprendre plus sur les systèmes alimentaires et apprendre ces éléments qui sont importants. Et personnellement, je pense que ici, c'est essentiel pour les gouvernements, pour la société civile, et cela ne peut s'améliorer que si on l'utilise et qu'on obtient toutes les informations nécessaires pour le mettre à jour. Une autre question concernait aussi de ces analyses des données. Ma réponse ici a été absolument, c'est vraiment ce que l'on souhaite faire ici. Je ne veux pas être dans des panels, entendre des décideurs politiques qui nous expliquent qu'ils ne peuvent rien faire parce qu'ils n'ont pas les données. D'abord, ce n'est pas la bonne approche. On n'a pas besoin d'avoir des données vraiment pour pouvoir dire avoir des théories du changement qui sont plausibles, mais l'action a un coût et l'inaction aussi. Et les décideurs politiques doivent justement calculer ce ratio coût-bénéfice, mais avoir ici ces données. Ça ne va pas être juste une réponse à tous les éléments, mais c'est vrai que l'absence de données est vraiment un appel à l'inaction. Donc, il faut absolument utiliser ces données. Évidemment, on ne veut pas tout compliquer, ce n'est pas l'objectif. Mais ici, dans le cadre de l'utilisation de ce tableau de bord, il doit être facile à utiliser et faire le lien avec l'action concrète. Il faut que ce soit nuancé, bien évidemment, mais il faut que ce soit clair. Et je suis désolée, je vais devoir vous quitter, mais je vous remercie d'avoir modéré ici cette session et je remercie ici tous les panélistes. Je vous remercie et à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir participé à ce panel, Lawrence, et à très bientôt. Alors, on a eu beaucoup de questions. Et ici, je voudrais également vous dire ici, si vous nous écoutez, que si on n'a pas pu répondre à l'ensemble des questions, ne vous inquiétez pas. Eh bien, nous répondrons à l'ensemble des questions sur le site internet de GAIN et nous vous enverrons également un lien pour l'enregistrement. Je remercie ici à tous nos panélistes ici et je voudrais vous demander peut-être pour terminer de peut-être revenir sur des éléments ici qui vous passionnent le plus à partir de ce tableau de bord. Pourquoi est-ce que c'est un tableau de bord important? Et pas en ordre spécifique, mais si je commence par vous, Roselyne, quel est le message de la fin que vous souhaiteriez ici communiquer? Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que c'est difficile parce que ici, Lawrence a très bien conclu. Et c'est vrai que ces enfants ici de 11 ans l'utilisent, de 9 ans. Et c'est très important parce qu'en fait, c'est vrai que c'est assez amusant. On voit ces différents ensembles de données, à quel point ils sont cohérents, et ils peuvent s'amuser là-dessus. Et c'est justement s'amuser, eh bien ça aide, n'est-ce pas, à agir. Donc encore une fois, c'est important. Oui, c'est vrai que des enfants qui l'utilisent, c'est vrai, qui ont 11 ans, donc vraiment, il est accessible, ce tableau de bord. Absolument, ils l'utilisent en fait. Ça a été ici des soumissions à la compétition que nous avons reçues. Ils l'utilisaient pour un de leurs projets, pour leurs devoirs. Donc encore une fois, oui, vous aussi, vous pouvez vous amuser avec comme les enfants et ça va nous aider à agir parce qu'en effet, eh bien, moi aussi, lorsque je trouve ça divertissant, je trouve ça plus facile d'agir ou de le faire. Donc voilà, ce serait ma dernière suggestion, de jouer avec.
parce que en effet, c'est aussi un peu ludique, je dirais. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que c'est très facile à utiliser, c'est très interactif et donc ça peut faire la différence. Et merci, c'est un message aussi très fort. Merci Roselyne. Et bien voilà, les enfants de 11 ans l'utilisent. Donc en fait, il n'y a pas d'excuse, vous, hommes politiques ou décideurs politiques. Merci beaucoup Roselyne. Est-ce que, Olotayo, est-ce que vous aimeriez dire quelque chose pour conclure ce séminaire? Eh bien, oui. Je voulais simplement répéter ce qui vient d'être dit. Nous avons découvert que le tableau de bord était vraiment une manière fantastique de comprendre les systèmes alimentaires territoriaux sans nous lancer dans des études de grande envergure. Et donc, vraiment bénéficier de bonnes entrées, de bons concepts. Donc, regardez bien ce tableau de bord et voyez voir comment nous pouvons l'utiliser pour relier les indicateurs les uns avec les autres, voir comment cela se passe dans votre pays et dans d'autres pays. Et bien sûr, nous avons encore cette question des bases de données sous-nationales qui vraiment qui a été mentionnée. En tout cas, Olotayo, merci beaucoup. Et Kate, quel est votre dernier message sur ce tableau de bord pour les systèmes alimentaires? Je suis vraiment très enthousiaste à l'idée de cet élan que nous voyons. Et cela va créer une énergie. Et si nous pouvons préserver cela, si nous pouvons aller sur le tableau de bord et travailler sur des indicateurs, au moment où une personne est inspirée, agir. Et dans notre webinaire, on nous a demandé ce que nous voudrions voir en 2030. Eh bien, j'espère vraiment que nous allons pouvoir regarder le passé et voir à quel point le tableau de bord aura été vraiment un élément fantastique pour préserver cet élan. Et je pense qu'il y a vraiment une fantastique somme d'énergie parmi nous. Et vraiment, grâce à tous les indicateurs et toutes les données que nous recevons avec ce tableau de bord et ce rapport compte à rebours, et qui se complémentent très bien pour mieux analyser les systèmes alimentaires. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et cela, c'est grâce en particulier au travail fantastique que vous avez tous fait. Merci à tous mes participants d'avoir participé à ce séminaire. Ça a été fantastique d'en apprendre davantage sur ce tableau de bord, comment il va impulser un changement et au niveau des nationales, au niveau international. Je dois vraiment remercier tous les publics qui a participé à cette conversation et aux questions très intéressantes qui ont été posées. Certaines personnes ont posé la question, oui, il va y avoir des liens qui vont vous être envoyés. Pour ce séminaire, vous aurez accès à toutes les ressources, à toutes les diapositives que vous avez vues et tous les liens vers le tableau de bord. Et nous espérons que nous allez nous rejoindre dans le prochain séminaire qui est le lundi, le 7 juin, le jour de la sécurité alimentaire. Et nous allons bien sûr partager le lien qui a déjà été partagé vraisemblablement. Et on souhaite encore une fois vous remercier tous. Et nous espérons vous voir très bientôt. Et nous espérons que vous allez avoir un fantastique après-midi ou une bonne journée. Faim, obésité, malnutrition, sécurité alimentaire, gaspillage, régime sain, abordable, innovation, résilience. Merci pour votre attention. Cette 5e édition d'un ensemble de webinaires qui vous a été présenté par Gain.